B2B avec Groupe Mutuel, l'assureur des entreprises et des indépendants. B2B, tous les jours, nous sommes amenés à effectuer de nombreux déplacements. La mobilité occupe une place très importante dans notre vie, qu'elle soit professionnelle ou de loisirs. Cette mobilité doit être simple, rapide et au meilleur prix possible. Ce dont on ne se rend pas forcément compte, c'est l'envers du décor, car cette mobilité implique des chantiers, des études, de l'innovation, des ressources que les grandes villes, les collectivités territoriales et les organisateurs de grands événements n'ont pas forcément en interne. Il faut donc faire appel à un spécialiste du secteur. Aujourd'hui, rencontre avec le fondateur et directeur général du CITEC. Bonjour Franco Tufo. Bonjour. Merci d'être avec nous. Bonjour Elliot. Bonjour Vincent. Franco Tufo, vous êtes ingénieur des transports, diplômé de l'EPFL à la tête du CITEC, que vous fondez en 1994. Aujourd'hui, un important bureau d'études en ingénierie, transport et mobilité. Cela représente 9 agences réparties sur 3 pays, la Suisse, la France et l'Italie. 2017, l'année où vous remportez un appel d'offres international pour l'accompagnement du comité de candidature des Jeux Olympiques de Paris 2024 en vue de la production d'un plan de transport. Racontez-nous. Ça, c'est un très beau souvenir, qui d'ailleurs a eu un petit enfant après, puisqu'on a aussi gagné la candidature des Jeux Olympiques d'hiver de 2026 à Milan-Cortina. C'est entre guillemets assez simple. Il y a un appel d'offres pour aider ces différents comités à mettre en place, exploiter les Jeux Olympiques. Et CITEC a développé un savoir-faire maintenant depuis un peu plus de 20 ans dans ce thème. Puis on a eu la chance d'être retenu, donc maintenant on les accompagne. C'est une consécration parce que les Jeux Olympiques, c'est quand même un événement qui mobilise la terre entière. Tout le monde est sur le pied de guerre. Un événement qui a la particularité de nécessiter de grosses infrastructures et qui en même temps est éphémère. Comment est-ce qu'on gère cette dualité ? Ça, c'est un immense challenge, en fait. C'est quel héritage on laisse avec les grands événements. C'est devenu vraiment très prégnant en ce moment. On ne veut pas investir dans les nouvelles infrastructures qui ne serviront que pour les Jeux Olympiques. Donc c'est pour nous, ingénieurs en planification, quelque chose d'intéressant. C'est qu'on veut essayer de mettre en place des infrastructures éphémères qui puissent être durables. Donc on voit bien l'antagonisme potentiel. Et on les accompagne dans cette direction. Aujourd'hui, c'est vraiment l'enjeu. Dans le cadre des JO de Paris, quelle était spécifiquement votre approche ? L'approche qu'on a, elle est objectivement à peu près égale à tous les ingénieurs à peu près bien formés aujourd'hui. On doit s'inscrire dans le développement durable, de faire des choses qui soient utiles pour la société. Donc, dans le cadre de Paris, l'intérêt d'avoir une candidature qui était relativement compacte, avec des infrastructures qui soient dans un périmètre relativement restreint, sur lesquels qu'on pouvait desservir avec les transports publics. Donc ça, c'est vraiment un des points forts de cette candidature. Qu'est-ce qui vous a démarqué de vos concurrents ? L'expertise. Parce qu'on a gagné en 2017, mais c'est quelque chose qu'on fait depuis très longtemps. On accompagne l'UEFA, on a fait l'Euro 2008, 2012, 2016, 2020. On a accompagné des Tours de France, des étapes de Tour de France. On a fait des événements liés avec le tennis. Donc on est vraiment très présent dans l'événementiel, dans l'aspect transport de l'événement. Et donc du coup, il y a bien sûr plein de gens qui sont intéressés, plein de bureaux d'études qui voulaient accompagner ce genre de démarche. Après, si tu as déjà fait, tu as un avantage sur les autres. Et en principe, tu ne fais pas les mêmes erreurs. C'est ça qui distingue l'expérience. C'est que, en principe, tu ne reconduis pas les mêmes erreurs que tu as peut-être fait par la jeunesse. Là, je plaisante un peu, mais disons, en l'occurrence, c'est surtout l'expérience. Le fait d'être très impliqué dans le monde de l'événement, de la planification des grands événements, nous distingue aujourd'hui. Le mot, vous l'avez dit, durabilité, pas seulement dans les grands événements comme les JO, mais c'est un terme que l'on entend un petit peu partout, en ce moment dans la mobilité particulièrement, avec des plans climat dans différentes villes. Qu'est-ce qui est le plus complexe aujourd'hui quand on pense de durabilité ? Alors là, il faudrait qu'on ait un peu de temps, mais ça tombe bien. Ouais. Si vous voulez, ce qui est difficile, c'est que chacun individuellement est persuadé d'être relativement vertueux. Vous ne trouverez jamais personne qui vous dit qu'il est un assassin et que ce qu'il fait ne va pas dans la bonne direction.
Et donc la difficulté, c'est de prendre déjà conscience de certaines de nos pratiques qui sont inadaptées, ou en tout cas pas durables. Et puis après, c'est le changement. Donc déjà de prendre conscience, c'est un vrai travail. Puis après, d'accepter le changement. Le changement est un point important. Alors nous, on n'est pas des spécialistes a priori du changement. Il y a des gens aujourd'hui qui se spécialisent dans l'accompagnement au changement, dans les entreprises, dans les collectivités, etc. Donc nous, on met en place un certain nombre d'outils qui sont, par exemple, le diagnostic, quel est le problème à résoudre, quels sont les moyens pour le résoudre et comment les mettre en place. Donc dans ce qui touche au climat, par exemple, le point de vue fondamental, la nouvelle approche, ce qui distingue la démarche 2021 par rapport à quelque chose qui se faisait il y a 10 ans, c'est que le CO2, il se caractérise par les kilomètres parcourus. Donc ça, c'est quelque chose d'assez différent. C'est que d'habitude, quand on faisait des plans de circulation, ce qui nous intéressait, c'était d'éviter les encombrements, par exemple, de faire que ça soit fluide, que ça soit smooth. Tandis qu'aujourd'hui, si on a une approche qui est orientée climat, ce qu'on veut essayer de faire, c'est d'avoir des distances les plus courtes possibles. Donc l'aménagement du territoire joue un rôle fondamental. D'avoir des emplois qui sont loin des logements, créer des déplacements qui vont créer du CO2. Donc il y a un petit changement là-dessus où on doit minimiser les kilomètres parcourus. Un changement aussi magistral induit par la pandémie, avec ces chiffres, près de 30 km, c'était la moyenne parcourue par les Suisses chaque jour pour aller travailler, en chute de 8 à 10% dû au télétravail. Alors, dans ce contexte-là, le CITEC a cofondé l'Observatoire européen du trafic pour avoir des chiffres sur ce qui s'est passé, ce qui se passe encore d'ailleurs en temps de pandémie. Quelle est la grande tendance que l'on constate ? Bon, alors la tendance qu'on constate, elle s'est surtout focalisée sur une période post-fermeture, donc mars 2020 jusqu'à aujourd'hui. Donc en réalité, on n'a pas cherché à aller voir ce qui se passait 5 ans auparavant, ce qu'on pourrait faire avec les données historisées. Et on ne sait pas ce qui va se passer dans 5 ans non plus. Donc il faut quand même être relativement modeste. On a une vue d'ensemble qui est sur une période très courte, pour laquelle il y a eu des changements fondamentaux et dont on connaît vraisemblablement pas, ou on ne reconnaîtra pas d'autres situations comparables. Donc ce qu'on a vu, c'est une très forte baisse que tout le monde a observé, un abandon quand même assez important de l'usage du transport public, donc un report sur la voiture quand même pour certains déplacements, un report sur la bicyclette pour un certain nombre de déplacements aussi, et puis l'abandon total du déplacement, c'est-à-dire le télétravail réduit l'intérêt de se déplacer domicile-travail. Donc aujourd'hui, on a le sentiment que ça baisse. Ce qu'on ne sait pas, c'est quelle va être la réalité dans une année ou deux. Si je me remets dans le discours du CO2 et des kilomètres parcourus, si vous voulez, le télétravail, au lieu de faire 5 fois par semaine domicile-travail, vous allez peut-être faire 3 fois par semaine domicile-travail. Donc les 2 autres déplacements n'existent pas pour le domicile-travail, d'accord ? Donc ça, c'est positif. Ça donne bonne conscience. Ça, c'est super. Par contre, si pour l'avantage que vous avez de plus avoir besoin de le faire 5 fois, vous allez habiter plus loin, ce qui est quand même une tendance qu'on observe un peu, ou une tendance potentielle, c'est qu'au lieu d'habiter à Genève ou dans le canton de Vaud, enfin relativement proche de votre emploi, vous dites, j'ai plus besoin d'y aller 5 fois, j'ai besoin d'y aller 3 fois ou peut-être 2. Du coup, ça peut être sympathique d'aller habiter beaucoup plus loin. Et donc, ce capital kilomètre augmente. Et ça, c'est évidemment pas la bonne direction. Donc ça, on l'observe, on est très attentif à ce dérapage, sachant qu'une fois que ce dérapage a lieu ou n'a pas lieu, les mesures de correction ne sont pas évidentes. Donc pour l'instant, on observe. D'où le nom d'observatoire. Franco Tufo, on en parlait tout à l'heure dans la présentation de votre entreprise, le CITEC, 9 agences dans 3 pays, la Suisse, la France et l'Italie. Dans ce qui se fait, les trends en ce moment au niveau de la mobilité, est-ce qu'il y a des grandes différences de tendance d'un pays à l'autre ? La manière d'envisager les thématiques comme le CO2 ? Ouais. Non, bon, on est dans un monde globalisé aujourd'hui, donc et aussi CITEC offre des prestations comparables, donc on répond à des marchés comparables, donc finalement c'est difficile de juger s'il y a des grandes différences. Mais disons l'appréciation des investissements qui étaient massivement sur l'automobile, puis sur le transport public, a tendance à arriver sur le vélo, donc avec un effet retard très important et avec des montants beaucoup plus faibles. Ça, c'est ce qu'on observe, mais partout. Mais ça, au moins, ça commence à arriver sur les modes doux, donc ça, c'est les modes actifs, ça, c'est positif. Et ça s'observe aussi bien en Italie qu'en France et en Suisse.
Nous, on est très actifs en Suisse romande, un peu en Suisse italienne, mais très peu en Suisse allemande. Donc, ce qui se passe du côté germanique, on en parle un peu moins. Mais disons, les tendances sont celles-ci. Il y a aussi la volonté de faire des choses, donc de tester des choses. Ça, on l'observe un peu partout. Mais il y a eu vraiment ce phénomène que vous avez observé de réalisation d'aménagements cyclables éphémères et qui restent à peu près partout en Europe. Ça, c'est des aménagements relativement bon marché, hein, les bandes cyclables. Si on pense à de plus grosses infrastructures, comme par exemple Cargo Souterrain en Suisse, qui pourrait voir le jour dans 25 ans au niveau du réseau complet, hein, complètement opérationnel, plusieurs dizaines de milliards. Quelle vision on doit avoir de l'avenir quand on est à votre place pour ne pas déclencher des infrastructures qu'on pourrait imaginer obsolètes dans 30 ans? L'obsolescence, vaste sujet. Si vous voulez, concrètement, nous sommes une entreprise qui gère et qui met à disposition des compétences d'ingénierie, donc principalement d'ingénierie, de planification, donc de comment organiser le territoire et la mobilité. Et donc tout ce qui est infrastructure, a priori, n'est pas notre core business. Nous, on n'a pas pour ambition de construire des nouvelles voies de chemin de fer ou des nouveaux métros, etc. C'est un moyen. C'est pas une finalité. Donc la question, c'est comment on se déplacera. Est-ce qu'on se déplacera plus, moins? Est-ce que les marchandises vont se déplacer en grand nombre, en petit nombre? Est-ce que c'est bien de les avoir en souterrain, en surface? Qu'est-ce que ça a comme avantage de les mettre en souterrain par rapport à la surface? Donc une fois qu'on a répondu à ces questions, on peut mettre en place des infrastructures. Donc ce que je constate, c'est qu'il y a, au cours du dernier siècle, et donc prendre une échelle large de temps, les humains, nos prédécesseurs, ont tendance à peu près se déplacer de manière constante par jour. On a à peu près 3-4 déplacements par jour. Donc ça, c'est comme si c'était une constante. Il y a peu de différence là-dessus. Et j'imagine que ce sera pareil plus tard. Donc après, la question, c'est est-ce qu'on se déplacera en vélo, à pied, en avion, en cargo souterrain? Ça reste un thème. Dans tous les cas, ce qui est commun, c'est qu'il faut de l'énergie. Enfin, moi, j'aime bien revenir à des trucs assez basiques. Donc, on fera quelques déplacements par jour pour lesquels il y a de la consommation d'énergie. Et si on se met du côté CO2, climat, si on est raisonnable, il faudrait essayer d'utiliser des moyens de transport qui consomment le moins d'énergie possible pour faire ce déplacement. Est-ce qu'aujourd'hui, il est plus intelligent de réfléchir globalement, de penser le Grand Genève, l'arc lémanique, que de rester sur des positions très monovilles et donc avoir une réflexion plus globale? Bon, je suis pas forcément la bonne personne parce que je suis évidemment quelqu'un de très partial sur ce sujet. Je pense que la vision globale est nécessaire, hein, donc ça c'est même indispensable. Aujourd'hui, les interactions dans le monde dans lequel on vit sont fondamentales. Donc la mobilité n'échappe pas à ça. Si vous voulez, pour reprendre l'exemple du CO2, je ne veux pas parler que de ça aujourd'hui, mais c'est un peu d'actualité. Toute action qu'on prendrait au niveau du canton n'a pas de sens si on n'englobe pas la région. Parce que les gros producteurs de CO2 sont ceux qui font beaucoup de kilomètres. Donc ceux qui font beaucoup de kilomètres, c'est qui? C'est les gens qui habitent loin de leur lieu de travail ou c'est les gens qui vont faire des loisirs loin de leur lieu d'habitat. Donc en gros, pour être très explicite, les frontaliers qui habitent loin, qu'ils soient vaudois, genevois, et qui se déplacent en voiture font beaucoup de kilomètres. Et puis les genevois qui vont faire des loisirs lointains font beaucoup de kilomètres. Et donc on voit qu'on ne peut pas raisonner au niveau du village ou du quartier, ni même au niveau du canton, parce que le problème, le défi, il est à une autre échelle. Comment on fait pour justement donc, fédérer des acteurs transfrontaliers? Les acteurs transfrontaliers, là on vient de très loin, dans le sens où il y a 25 ans ou 30 ans, quand on parlait de ça, c'était totalement impossible. Aujourd'hui, c'est devenu banal, entre guillemets. Il y a toujours des difficultés de parler avec le voisin de la commune d'à côté à Genève. C'est pas toujours simple. Donc, d'aller parler avec le voisin d'une commune qui n'est pas dans le même pays, par définition, ça complique. Mais aujourd'hui, c'est faisable et ça marche assez bien. Donc, on a des outils comme le projet d'agglomération qui existe au niveau du canton de Genève et qui donne des résultats tout à fait probants. Donc, on a le tram d'Annemasse qui a été réalisé par ce biais. Il y a le tram qui va aller sur Saint-Julien. La voie verte. Voilà, donc voilà, la voie verte. Tous ces projets sont des projets qui sont le résultat d'une collaboration transfrontalière qui, honnêtement, au niveau international, sont une référence.
Franco Tufo, le CITEC est spécialisé aussi dans les plans de mobilité des entreprises depuis un bon moment maintenant. On parle beaucoup, quand on parle de durabilité, vous évoquiez le CO2, de nouvelles technologies comme les batteries. On parle moins en revanche de l'optimisation réelle des structures d'entreprise. Comment se passe la collaboration avec vos clients? Est-ce qu'elles ont parfois de la peine à entendre les solutions que vous proposez? Bon, alors d'abord, c'est un tort qu'on n'en parle pas suffisamment, donc merci de le faire. Vous savez, la technologie, c'est le moyen de ne pas se remettre en cause et de ne pas faire de changement. Donc, s'il y a quelque chose qui vous casse les pieds, si la technologie vous permet de rien changer, vous allez choisir tout le temps et de manière systématique ça. C'est pour ça que la voiture électrique est vraisemblablement quelque chose qui va avoir un immense succès, parce que ça vous permet de continuer à être en voiture, mais au lieu d'avoir une voiture thermique, vous aurez une belle voiture, une Porsche, une Tesla, qui est quand même la voiture la plus vendue en Suisse, électrique. Okay, extraordinaire. Donc, mais avec ça, vous n'avez rien changé. Vous continuez à vous déplacer, vous continuez à faire vos 15 ou 20 000 km en voiture. Donc maintenant, qu'est-ce que pensent nos clients par rapport au plan de notre entreprise? En principe, ils en pensent du bien, parce que c'est eux qui ont fait la démarche de nous appeler. C'est assez rare qu'on collabore avec une entreprise de manière spontanée. Donc, a priori, ils ont déjà... Si vous voulez, on est dans un échantillon. On est dans un échantillon biaisé, parce que eux ont déjà a priori fait une démarche qui consiste à dire bon, on a une entreprise de X collaborateurs, comment se déplacent nos collaborateurs, quelle est l'empreinte que nous avons sur l'ensemble de notre environnement au sens très large, et comment on pourrait faire quelque chose de plus vertueux. Et puis là, ils s'adressent à des entreprises comme CITEC qui les accompagnent d'abord pour bien identifier quel est leur impact, leur manière de se déplacer, quels sont les potentiels existants, et puis on fait un plan de mesure qui en général est communiqué après aux collaborateurs et proposé, avec un suivi. Comme toujours, hein, dans les mesures, dans une collectivité, c'est intéressant de faire le monitoring pour pouvoir faire de l'amélioration continue. Je pense que c'est un sujet important, l'amélioration continue, de façon à ne pas penser que ce qu'on a mis en place, c'est terminé. On a mis en place quelque chose qui répond à un état de départ, et puis de suivre l'évolution en espérant que ça aille dans la bonne direction. Ça, c'est assez important. Est-ce qu'elles sont prêtes, les entreprises, à entendre les solutions? Alors nous, on fait ça depuis très très longtemps. Hein. Les plans d'entreprise, on fait ça pratiquement depuis le début de la création d'entreprise. Après, on a arrêté parce qu'il n'y avait pas de marché. Donc on prêchait vraiment dans le vide. C'était assez pénible d'avoir l'impression d'être politiquement écolo. On disait, c'est les écolos, ils parlent du vélo, ils parlent des plans d'entreprise. Alors qu'en l'occurrence, c'était juste quelque chose de raisonnable. Et aujourd'hui, oui, les gens sont prêts. Ouais. Les gens sont prêts à entendre parler du vélo comme une alternative à la voiture, et les plans d'entreprise comme étant une mesure d'accompagnement à des services qui sont attribués aux collaborateurs pour améliorer d'une manière globale leur bien-être au sein de l'entreprise. Ouais. Donc il y a la mobilité pendulaire, c'est-à-dire la venue des collaborateurs au sein de l'entreprise, et puis l'activité elle-même, la mobilité de l'entreprise. Là, est-ce qu'elles sont prêtes aussi à faire le pas pour se remettre en question? Alors, il y a des entreprises qui le font, hein, qui s'intéressent aussi à leur propre activité, pas que le domicile-travail, on va dire. Alors ça, c'est pour l'instant un peu plus rare. Le focus est vraiment mis sur le domicile-travail. Comment accompagner? Alors, il y a des plateformes, il y a des outils un peu, entre guillemets, gadgets, hein, qui sont utiles, hein, mais qui permettent d'aller dans cette direction. Il faut aussi éviter de tomber dans, aujourd'hui, un peu ce sentiment que finalement, il n'y a pas besoin de beaucoup réfléchir. Tu mets à disposition une douche, un abonnement de transport public et c'est réglé. C'est souvent un peu plus compliqué que ça, parce que de nouveau, on est dans la politique du changement. Donc, un des aspects, c'est déjà de convaincre et de partager le problème qu'on cherche à résoudre, quels sont les moyens de les atteindre, et puis qu'il y ait consensus, quoi. Il ne faut pas que ce soit uniquement ou que ce soit coercitif. Il faut qu'on se dise, ah, tiens, ouais, je participe à quelque chose, je comprends le sens de ces mesures et j'y adhère. Et ça, c'est quelque chose de plus fort. Et donc, ça nécessite plus de temps et plus de communication aussi. Du temps, on n'en a pas beaucoup. En même temps, beaucoup d'échéances, de dates fixées. 2050 revient beaucoup pour arriver à zéro émission. Politique mondiale, beaucoup d'entreprises s'y sont engagées un peu à l'avance. Est-ce que c'est pessimiste, trop optimiste? Est-ce qu'on pourrait même faire mieux avant? Alors, on devrait faire mieux avant. Et deux, la difficulté, c'est vraiment la communication. Aujourd'hui, les gens communiquent qu'ils vont y arriver, mais en fait, ça les engage très peu. Politiquement, la plupart en 2050 ne seront plus actifs. Les CEO qui s'engagent ne seront plus actifs non plus. Et donc, du coup, on est vraiment dans les effets d'annonce. Et c'est pour ça que ça donne beaucoup de responsabilités aux citoyens. Nous, on sera encore là. Donc, on a intérêt à prendre ça à notre charge et faire en sorte que ça se passe.
Et maintenant, est-ce qu'on est optimiste et pessimiste? Ça, chacun a sa propre nature. Moi, je suis un optimiste, donc je pense qu'on va y arriver. Mais si on regarde ce qui s'est passé au cours des 20 dernières années, hein, donc dans les 30 dernières années plutôt, est-ce qu'il y a eu beaucoup de changements qui vont dans la bonne direction? Pas, honnêtement pas. Mais on a plutôt été tout dans la mauvaise. Donc la prise de conscience est réelle. Est-ce qu'on va être capable d'inverser totalement? Il faut espérer, oui. Vous dites ça revient aux citoyens. On a l'habitude quand même, hein, de se voir la faute remise dessus lorsqu'on prend la voiture, une culpabilisation quand même de la population. Est-ce que réellement on peut changer les choses en tant qu'individu? Bon, moi, je dis pas qu'il faut culpabiliser les gens, hein, mais disons, c'est quand même les gens qui sont dans les voitures. C'est moi, c'est vous, c'est tout le monde, d'accord? Et donc, on peut pas attendre de l'État de résoudre ce problème seul. Donc, l'État doit mettre, l'État avec un grand E, on va dire, hein, les collectivités, les États doivent mettre en place les conditions cadres dans lesquelles on peut continuer à évoluer, sachant que suivant où tu mets le curseur, ça passe ou ça casse. Mais disons, en tout cas, la certitude, c'est qu'on ne peut pas continuer avec le même trend que de ce qu'on a vécu les 30 dernières années. Ça, c'est absolument certain. Selon vous, l'électrification du parc automobile est une des solutions ou au final, on cache vraiment la réalité? Bon, là, j'ai toujours une réponse qui est un peu double tranchant. À court terme, c'est une vraie solution. C'est-à-dire qu'on ne fait plus de CO2 là où on est. Il faut faire après, vous savez, on rentre dans les discours sur le cycle de vie complet, la batterie, l'extraction, ce qui se passe dans les mines, enfin, etc. Donc c'est un vrai sujet. Après, la vraie, seule et unique solution, c'est de se déplacer moins. Il n'y a pas d'autre solution. C'est-à-dire que si on continue à trouver normal de faire nos 15 ou 20 000 kilomètres par année, et pour ça, il faut de l'énergie. Et cette énergie, qu'elle soit solaire, éolienne, nucléaire ou thermique, à un moment donné, il faut quand même la produire, la transporter, etc. Et donc, à un moment donné, on a quand même un petit souci. Et donc, comment faire pour moins se déplacer? Vous savez, il y a le numérique. Enfin, on est dans des défis qui sont quand même énormes. Donc, moi, je suis ingénieur en planification, ingénieur en transport. Ce que je peux essayer de faire, c'est modestement avec mon équipe, notre équipe, de mettre en place des conditions cadres qui permettent à la ville de continuer à fonctionner avec ses besoins en essayant d'être le plus efficient possible. Franco Tufo, comment est-ce que l'on passe d'ingénieur des transports, diplômé de l'EPFL, à patron d'une PME de plus de 100 collaborateurs? Racontez-nous. Ah, c'est une histoire un peu étonnante. Bah, écoutez, par hasard, vraiment par hasard. Je suis quelqu'un objectivement plutôt entreprenant. J'ai pas de difficulté à imaginer et me projeter vers quelque chose de nouveau. Mais après, c'est la chance. J'ai eu l'opportunité à un moment donné de créer mon bureau il y a bientôt 30 ans. J'ai trouvé que c'était amusant et que finalement, il n'y avait pas trop de risques en sortant des études à créer une entreprise. Et puis les choses se sont enchaînées. J'ai engagé une personne, 2, 3, 5. Et puis j'ai eu la chance d'être accompagné par des talents qui eux-mêmes avaient cette capacité à entreprendre, à faire des études de qualité qui donnaient satisfaction à leurs clients. Et puis voilà, puis on est bientôt 30 ans après. Là, j'ai d'abord ouvert mon bureau en nom propre en 92. Donc au mois de mars l'année prochaine, ça fera 30 ans que je sévis dans la région. Et c'est vrai que c'est assez intéressant comme histoire. Mais c'est surtout des rencontres. J'ai rencontré des très bons ingénieurs, hommes et femmes, qui m'ont accompagné dans cette aventure. Et puis des clients qui nous ont fait confiance. Voilà, c'est finalement assez simple. Vous avez un rôle important encore dans le cursus à l'EPFL en ce moment. Ouais. Qu'est-ce que cette formation vous a apporté pour l'entrepreneuriat? Rien. M'a rien apporté, à part le plaisir pendant la chance de découvrir le métier que j'avais envie de faire. Donc j'ai rencontré des professeurs extraordinaires qui m'ont donné la passion. Et ça, c'est ce qui a été le plus important, la passion d'entreprendre. Mais les outils, j'ai plutôt appris sur le tas. Et puis les rencontres que j'ai eues au cours de ma jeune... au début de mon entreprise, ça, c'était important, et c'était même clé. Mais par contre, dans l'EPFL, à cette époque-là, aujourd'hui ça a changé, à cette époque-là, avait peu d'incentives de mon point de vue. Le milieu de la mobilité au niveau auquel vous êtes est quand même relativement restreint. Est-ce que la concurrence est là? Est-ce qu'elle est rude?
Bon, la concurrence est toujours rude, on aimerait être tout seul et puis ça serait fantastique, mais la concurrence, elle stimule, même si c'est un lieu commun. Donc la concurrence est assez forte. En Suisse romande, il y a vraiment des belles entreprises, donc ça c'est sûr. D'ailleurs, on les rencontre aussi à l'étranger, c'est mêmes entreprises avec qui on est en compétition. Donc moi, j'ai l'habitude de dire que quand on perd contre elles en Suisse, ça m'agace. Quand on perd contre elles à l'étranger, ben, au moins ça reste en Suisse, donc c'est pas mal. Donc voilà. Comment vous vous êtes retrouvé en France, en Italie? Ah, alors la France, c'est parce que les entreprises, les collectivités françaises limitrophes voulaient travailler avec des Français. Donc j'ai ouvert une boîte en France pour qu'ils puissent mandater Citec France. Et puis l'Italie, c'est parce que j'ai rencontré un jeune ingénieur qui voulait travailler à Genève. Et puis je trouvais pas ça drôle d'engager un gars qui avait fait les PFL et qui était italien pour l'engager à Genève. J'ai trouvé plus amusant de l'engager à Turin et de créer avec lui Citec Italie. Et donc c'est comme ça qu'on a créé Citec Italie. Et c'est d'ailleurs lui maintenant le grand pape des grands événements. Donc c'est le responsable de Milan 2026. Et pour l'anecdote, il avait été le responsable, mais dans un des sites pour 2006, Monsieur Manelli. Un premier souvenir de mobilité que vous avez, Franco Tufo? Alors le tout premier souvenir, je pense que c'est... Je travaillais pour les PFL, j'avais un temps partiel à les PFL comme collaborateur scientifique. Et on m'a envoyé pour le métro qui s'appelait le métro léger, mais qui est le tram qui est de l'autre côté de Lisbonne, du Tage, qui est à Almada. Puis on m'a envoyé là pour préparer la mission que les grands papes des transports devaient faire. Donc mon prof, pour qui je travaillais, il devait venir, puis je devais tout avoir préparé. Donc j'étais avec une carte des années 60 à essayer de voir où étaient les tracés. Et en fait, sur le terrain, il y avait pas... Tout était construit, quoi. Donc c'était assez amusant. Je me suis dit, waouh, comment c'est possible? Ça, c'est mon premier souvenir, ouais. Franco Tufo, la tradition découvre un objet qui vous accompagne peut-être dans votre vie professionnelle ou un gris-gris, tout simplement. On ne l'a pas vu à l'avance. Je vous laisse nous le présenter. Bon, alors, c'est pas un gris-gris, hein, mais parce que vous m'aviez dit que vous alliez me poser la question du gris-gris. Je dis, waouh, un gris-gris, moi, j'ai pas de gris-gris. Donc, je suis pas... Ça veut pas dire que je suis pas superstitieux. Je pense que je suis un petit peu, mais je me suis dit, quel est l'objet que je prendrais si je devais aller quelque part ou qui m'accompagne beaucoup? Alors, c'est un crayon gris. Alors, normalement, j'aurais un crayon gris avec un bout de papier. C'est-à-dire que j'ai vraiment l'habitude d'avoir toujours un crayon dans la main. Quand je parle avec quelqu'un, je vais prendre des notes. Des fois, je les jette. Même très souvent, je finis par jeter ce que j'ai noté parce que ça n'a pas de plus-value. Pour réfléchir, j'ai besoin d'un crayon à papier. Ouais. C'est vraiment quelque chose... Alors, l'autre gris, ça aurait pu être mon téléphone, mais je trouvais que c'était moins noble. Donc, voilà. Merci Franco Tufo d'être venu aujourd'hui dans B2B. Merci Elliot. Merci. Merci à vous. On va se retrouver la semaine prochaine pour partir à la rencontre de nouveaux entrepreneurs, entrepreneuses en Suisse romande. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt. B2B avec Groupe Mutuel, l'assureur des entreprises et des indépendants.